Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est banal parce qu'on a confondu des affaires qui ne devraient être jamais confondues. Surtout, l'idée de se préoccuper de ce qui est fait et bien fait. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario. Avant de se parler de guerre commerciale, nouvel épisode de Contact qui est en ligne avec Marine Tondelier. L'autre Marine du paysage politique français. Pas dans le même camp. Aux opposés, en effet, que Marine, l'autre, Le Pen, dont on parle beaucoup, sinon qu'il chasse ou elle chasse sur les mêmes terres. On est dans le Nord-Pas-de-Calais. Elle est la patronne, la secrétaire nationale des écologistes. Elle est drôle, articulée, jeune, par rapport à ce que serait Marine Le Pen, radicale à sa manière. Je te propose un extrait. Elle définit ce que c'est que d'être aujourd'hui un écologiste. L'écologie politique, donc c'est le rapport à l'autre. Moi, je me rappelle de quelqu'un d'extrême droite qui était président d'une asso dans le Nord et puis qui devient tout d'un coup, elle va candidate au régional sur la liste de l'extrême droite. Et je me rappelle qu'on a une conversation téléphonique, puis elle me dit, non, mais moi, je pense que l'écologie, ça devrait pas être un parti, ça devrait pas être de gauche. Puis elle me dit, de toute façon, toi, tu vas aider les migrants à Calais. Moi, je comprends pas qu'on fasse ça, je suis pas d'accord, c'est pas de l'écologie. Alors, je lui dis, donc, toi, en fait, tu veux aider, les bébés Yorkshire, les bébés dauphins, les ours polaires. Par contre, les humains, non, ça, tu aides pas. Mais en fait, ça n'a pas de sens. L'écologie, c'est le rapport au sein d'un écosystème, c'est l'entraide, c'est le rapport à l'autre. Du coup, justice sociale, justice environnementale, c'est indissociable. Déjà parce qu'on aide tout le monde et on va pas aider les animaux et les baleines et pas les êtres humains, premièrement. Et deuxièmement, parce qu'on est arrivé dans un monde où vous voyez, on va dans le mur, l'habitabilité de la planète est remise en question. Et désolé de vous l'apprendre, mais c'est quand même les plus riches qui polluent le plus. Ouais. Mais ça donne le ton. Ouais, mais les écologistes n'ont pas le vent dans les voiles qu'il y avait il y a une dizaine d'années ou une vingtaine d'années, là. Pas du tout. Il y a même 5 ans. En ce moment, et on l'a vu aux dernières élections au Parlement européen, les écologistes ont été pas mal battus en brèche. Ceci étant dit, c'est une présence politique organisée, sérieuse. Ils sont pas à la frange totalement. Un discours aussi qui nous permet de mesurer ce qu'est la fine pointe de cet enjeu politique en Europe, parce que on connaît pas d'équivalent chez nous vraiment au Canada où, enfin, il y a des Verts. On a le Parti vert, il va être même présent. Il va y avoir un individu totalement inconnu qui va être présent au débat des chefs. J'ai hâte de voir. Je pense que le public va dire, mais c'est qui ce monsieur-là? En tout cas. Et alors, il ne passera sans doute pas inaperçu dans les circonstances. Tu auras remarqué qu'elle porte une veste verte. Oui. C'est sa fabrique de marque, ou sa marque plutôt de fabrique. Elle est toujours vêtue de vert. Je pensais qu'elle avait gagné le Masters. Je sais pas si elle a fait un trou, comment on dit ça? C'est une blague. Quand tu fais... Mais elle est en tout cas capable, elle, de poter, il n'y a pas de doute là-dessus. Okay. Je l'ai vu débattre. Ça risque d'être peut-être plus impressionnant que ce qu'on verra au débat des chefs plus tard aujourd'hui. Bon, guerre commerciale, que cherchent vraiment les Américains. En tout cas, ce matin, ça semble être la panique un peu partout dans le monde, autant sur les places boursières que dans les parlements. Oui, le président américain, M. Trump, hier, qui disait que c'est la déclaration d'indépendance américaine par rapport à la seule déclaration d'indépendance, un nouvel âge d'or pour les États-Unis. Les bourses du monde se sont un peu emballées au réveil ce matin, particulièrement en Asie, en Europe aussi. Ça a dévissé un temps. Ça s'est un peu rétabli, mais on est à -2, -3, -3,5% et on verra comment ça va ouvrir ce matin en Amérique du Nord. Ça s'annonce mal, sinon que je pense que les bourses sont vraiment un indice très, très, très ponctuel. On peut se réveiller demain, tous être ouverts. Monsieur Trump qui, sur le fond, livre ce qu'il a promis depuis longtemps. Alors, on cherche à comprendre parce que tout le monde dit il est débile, il se tire dans le pied. D'ailleurs, la classe politique française dit ça fera mal aux Français, mais ça fera surtout mal aux Américains. Dans ce temps-là, je leur dis tous, c'était ce que je faisais ce matin en plateau, occupons-nous de nos affaires et laissons aux Américains le soin de décider si ça leur fait mal ou pas. Politiquement, je pense que ça fait pas mal à Trump. C'était d'abord et avant tout, je pense, un geste politique où il dit, ça fait 40 ans que je pense la même chose, je livre la marchandise. C'est pas un hasard s'il y avait des travailleurs unis de l'automobile qui étaient présents, et même un qui a pris la parole avec cette idée qu'on va participer à réindustrialiser les États-Unis. Parce qu'il y a trois éléments, sinon même 4, parce qu'on doit ajouter dans le plan d'affaires de Donald Trump toute l'opération dégraissage, assainissement des finances publiques qui permettrait à terme de rééquilibrer les finances publiques et aussi peut-être d'offrir aux contribuables des réductions substantielles d'impôts, sinon même l'élimination de l'impôt sur le revenu. On n'est pas là aujourd'hui, mais ça participe de ce qu'il fait miroiter pour accepter ce que pourrait être des coûts d'ajustement à court terme. Alors, 3 grands enjeux, je pense, avec cette affaire. D'abord,
aller générer des revenus avec ses droits douaniers, avec les tarifs. Peter Navarro, qui est un de ses principaux conseillers, alors des fois un petit peu extrême, dit que ça sera 600 milliards par année. Sur 10 ans, on parle de 6 000 milliards, beaucoup d'argent. Je suis pas sûr que c'est au rendez-vous ou que ça sera au rendez-vous. Wall Street dit que c'est réaliste d'aller chercher entre 150 et 250 milliards. Deuxièmement, c'est une politique industrielle qui se dessine derrière ça, c'est-à-dire dire à tous ces interlocuteurs, si vous voulez vendre aux États-Unis, vous êtes mieux de vous installer aux États-Unis. Alors, dans la logique de cet aspect-là, on pense que ça créera des emplois. Sinon, dans le monde de demain, parce que par le temps que seront construites ces nouvelles usines, il n'y aura pas beaucoup d'emplois manufacturiers. Tout est beaucoup automatisé. Alors, tu as des emplois à plus haute valeur ajoutée, des gens qui travaillent sur les machines, mais fondamentalement, l'idée qu'on va réindustrialiser, mais aussi créer une nouvelle classe de travailleurs, je n'y crois pas tellement. Ceci étant dit, du point de vue de M. Trump, de savoir que les Allemands construiront davantage de voitures chez eux plutôt qu'en Allemagne, évidemment, c'est gagnant-gagnant. Je pense que l'affaire dont on parle pas du tout, c'est que c'est le début d'une négociation. Une négociation avec l'ensemble des interlocuteurs commerciaux des États-Unis, un à un. Alors, on dira l'Europe, c'est 27 pays, mais je pense qu'il va essayer de parler avec les pays sans passer nécessairement par Bruxelles, essayer de créer de la division et obtenir des gains. Et ça, on n'en parle absolument pas sur toutes sortes d'enjeux, par exemple, sur l'Europe réglementaire. Les Européens sont en ce moment les shérifs du net. C'est pas mal les politiques qui encadrent la liberté d'expression qui font foi partout dans le monde, parce qu'aux États-Unis, avec le premier amendement, c'est un peu compliqué. Puis on pourrait soupçonner, si on était complotiste, que les Américains ont donné en impartition aux Européens le soin d'imposer de l'ordre avec leur fameuse DSA, le Digital Service Act, qui impose des règles très, très, très contraignantes sur les choses qui sont dites sur les différentes plateformes et réseaux. Alors, je pense que là-dessus, les Américains vont vouloir déchanter. Et ça, c'est quant à moi l'affaire la plus bluffante. Les Américains aimeraient beaucoup faire financer leur dette publique et donc le service de la dette par les grandes banques centrales du monde qui détiennent des obligations libellées en dollars américains. Tu vas me dire, de quoi tu parles? Je suis très sérieux. Toutes les grandes réserves fédérales ou autres dans le monde ont du dollar américain, des obligations 10 ans, 30 ans, qui rapportent évidemment des taux d'intérêt selon le moment où ils l'achètent. Ça peut être 2%, ça peut être 3, 5. Que paient les Américains? Je pense que M. Trump va essayer de tordre le bras pour dire qu'une partie des réserves détenues en Europe et ailleurs dans le monde, au Japon, devraient être échangées contre des obligations 100 ans à 0 taux d'intérêt. Sinon, un très petit taux d'intérêt en disant le dollar américain vous sert, c'est une monnaie de réserve. Historiquement, on a permis de lubrifier les échanges commerciaux. Le prix à payer, c'est que vous allez transférer une partie de ce que vous détenez en obligation et qu'on vous paye à 2, 3, 4, 5% en obligation à très long terme avec 0 rendement, je le rappelle, ou peu. Ce qui fait que du jour au lendemain, peut-être que la dette américaine coûterait beaucoup moins cher à financer. Alors, est-ce que c'est de la science-fiction économique? Pas tout à fait, parce que ça existe. Il y a des gens qui pensent à ça et il y a du monde en Europe qui pense à ça. Les Européens auront toujours le loisir de dire « n'est pas question ». C'est nos argents, nous sommes souverains, on a acheté ces obligations, jamais on va les troquer contre quelque chose qui nous rapporte pas. Mais il faut voir qu'on est à la table de négociation et qu'il a un gros bout du bâton. Et celui qui me confirmait que c'est tout à fait discuté, c'est l'ancien économiste en chef du Fonds monétaire international, professeur à Harvard, à MIT pendant de nombreuses années, pendant 40 ans, Olivier Blanchard, qui sera l'invité de Contact la semaine prochaine. J'ai enregistré avant-hier. Et là-dessus, il dit, on a le choix de refuser. Mais est-ce que les Américains veulent ça? La réponse, c'est oui. Mais c'est bluffant. C'est des grosses opérations. Mais il reste que d'ici là, tu sais, est-ce que Donald Trump, parce que sa théorie économique, d'ailleurs, il en a parlé, là, tu sais, que des années 1800, sa théorie économique remonte à un autre siècle, une autre époque, toute la théorie des tarifs, il n'y a plus d'économistes sérieux. McKinley. Oui, et puis personne qui parle de ça aujourd'hui, puis personne qui pense que c'est source de prospérité. C'est qu'à la base, il met en place une politique d'appauvrissement. C'est-à-dire, est-ce qu'à moyen terme, il pourrait avoir des retombées positives aux États-Unis? À mon avis, il les surestime, mais à court terme, s'il crée une récession mondiale, s'il crée un bordel, ça va devenir l'histoire de son mandat. Le long terme, souvent quand tu es en politique, même si à moyen ou long terme, il arrive certains bénéfices, puis dans son cas, je suis même pas sûr, mais mettons,
Et il risque de créer, puis à court terme, tout le monde va détester les États-Unis, la planète au complet à dos, une récession mondiale. Mettons les scénarios pessimistes où tout ça se met à débouler. Je veux dire, ça va devenir l'histoire de son mandat. Ça va devenir ce que les États-Unis et l'humanité vont retenir du mandat Trump, là. Il y a un risque important, là. Il y a un véritable risque. Il y en a un véritable. Ce matin, encore une fois, je partageais le plateau avec beaucoup de gens qui sont dotés, qui sont brillants, et tout le monde était un peu à la catastrophe. C'est la fin de la mondialisation, c'est la fin du libre commerce, c'est la fin. Je dis calmez-vous, s'il vous plaît. Et je crois pas. D'abord, on a compris une chose, c'est que pour le Canada et le Mexique, il y a quelque chose comme une entente de libre-échange qui est respectée. Mutandis est respectée. Globalement. Non, mais c'est beaucoup. Donc, l'idée que la signature valait rien, on apprend que finalement, si c'est pas lui, quelqu'un il a fait valoir que ça serait intéressant de s'entendre à ce qui a été négocié. Donc, c'est pas de l'arbitraire total. À ce chapitre, je pense que le Canada au complet, en fait, ceux qui écoutaient la conférence de presse, on cherchait dans son tableau là, qui montrait, on cherchait le Canada. Puis là, au début, le lutrin cachait tout le bas du tableau. On disait, ouais, le Canada doit être dans le bas de la liste. Puis... Dans le bas. Mais finalement, le Canada n'est pas là du tout. Le Mexique non plus, là. Ça dit quelque chose aussi de ce qui s'est passé hier. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais c'était boboche. Non, mais c'était un spectacle atroce. Le sens du show. Monsieur Trump a le sens du show. Hier, je pense qu'il a manqué de discernement, de jugement. C'était trop long. C'était pas passionnant. Son espèce de tableau boboche, c'était tout sauf impressionnant. Tu cherchais à distance à déchiffrer. C'est comme si son sens du timing, parce que je lui en donnais un sens du timing et du showmanship, lui a légèrement échappé. Et on voyait d'ailleurs la foule réunie à la Roseraie qui semblait un peu s'ennuyer. Ça a été très long. Il y avait évidemment beaucoup d'attentes parce que tu dis, c'est le sort de l'économie mondiale. Et à aucun moment, tu as senti vraiment un climax. Ça s'est dégonflé comme une espèce de petite balloune plate. Alors, ce qui compte, évidemment, c'est ce qui va rester derrière. Mais en termes de capacité à répétition, d'attirer l'attention, de saturer la zone média, je pense qu'elle va se réduisant parce que la patience, même de ses spectateurs les plus assidus, va commencer à s'émousser. Il nous reste une minute pour parler de cette nouvelle. C'est arrivé, moi j'étais en onde à LCN, c'est arrivé juste à midi moins 20, midi moins quart, Politico, média numérique aux États-Unis, qui couvre la politique, qui est quand même assez débrouillard à trouver des scoops parfois. Mais à la une, Elon Musk s'en irait. Là, dans l'entourage de Donald Trump, on dit qu'Elon Musk s'en irait à court terme. Est-ce que c'était une fake news, une erreur? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est prévu? Parce qu'hier, ça s'est pas confirmé dans le reste de la journée, là. Non, ça aurait été une très mauvaise journée pour le confirmer d'ailleurs, parce que ça aurait porté ombrage à ce qu'il voulait annoncer. Ça a été une bonne nouvelle pour les actionnaires de Tesla, qui dans un contexte où tout le monde était au rouge, ça a fait bondir l'action. Parce qu'on pense que le patron, s'il revient s'occuper de ses affaires, ça va être une bonne affaire. C'est arrivé exactement pour Tesla à l'époque, qui s'occupait beaucoup de ce qui était Twitter, qui est devenu X, où on disait tu consacres trop d'énergie à quelque chose de marginal, il faut que tu reviennes t'occuper de Tesla. Puis quand il est revenu davantage aux affaires, ça a eu un impact sur le bottom line, pardonne l'expression. Alors, je pense que ça doit être fondé. Je pense que c'est fondé aussi dans un pacte officieux entre Trump et Musk. On peut penser qu'ils sont en chicane. J'en suis pas là, parce que il y a quelque chose qu'on a sous-estimé, c'est la capacité de M. Musk à rester au service du gouvernement, parce qu'il y a quand même quelque chose qui le lie. Pour avoir ses agréments de sécurité et tout ça, il y a un statut. Et c'est un statut unique et particulier qui est de Special Government Employee, qui donne de la marge, même si t'es pas payé, pour gérer, disons, ce qui serait des conflits d'intérêts apparents. T'es pas parfaitement un employé du gouvernement. On te donne un statut spécial. C'est justement pour se permettre au gouvernement fédéral d'user de l'intelligence et du talent de gens qui n'ont pas vocation à travailler toute leur vie pour le gouvernement, qui peuvent pas se débarrasser de leur business, mais qui vont venir ponctuellement donner un coup de pouce. Et ça, tu as le droit à 130 jours dans l'année. On a passé le cap des 100. Donc, la barre des 130 jours se dessine à l'horizon. Et moi, je crois qu'il va y avoir, comme avec les fusées de M. Musk, à un moment donné, un largage du propulseur, et il devra ou faire un choix, se joindre à l'administration, à l'équipe de M. Trump. Dans lequel cas, il faudra qu'il quitte officiellement. Ouais, mais dans lequel cas, il faudra qu'il quitte officiellement ses fonctions là, de PDG.
Et à ce jour, ça lui a coûté 150 milliards de dollars que de se faire détester pour le travail qu'il fait, bien ou mal, selon les points de vue. Il est peut-être, pour ses actionnaires et pour lui, bon de retourner s'occuper de tous ces autres moutons, puis il y en a pas mal. Si quelqu'un devait partir de façon involontaire à court terme, je pense que c'est plutôt le conseiller à la sécurité nationale de M. Trump, Mike Waltz, qui est plus sur le bord de la porte qu'on ne le soupçonne, pour des raisons évidentes. Il veut pas donner, lui, l'impression, Trump, que ça barde au sein de ses équipes. Il veut de la stabilité en apparence, mais je crois que son sort a été discuté. Et uniquement pour cette histoire de Signalgate, il y a 10 jours, qui fait comprendre à tous, en tout cas, qu'il y avait des liens entre lui et Jeffrey Goldberg, un journaliste ennemi juré de Donald Trump. Je peux pas imaginer, vraiment, d'aucune manière, quoi qu'en dise M. Trump, que ça le rassure ou que ça l'ait rassuré. Je ferai le pari, moi, que discrètement, ça va se régler au cours des prochaines semaines, peut-être. On va le démissionner. Merci beaucoup, Stéphane. C'est pas fait, mais c'est ma prédiction du jour. On la retient. Bye, à demain.